Dans un parc animé, un millionnaire panique lorsqu'il se rend compte que son fils sourd a disparu. Après des minutes de désespoir, il retrouve le garçon assis dans l'herbe, souriant et communiquant en langue des signes avec une petite fille pauvrement vêtue. Soulagé mais intrigué, il s'approche et demande « Qui t'a appris la langue des signes ?» La réponse de la fillette est un tel choc que le millionnaire manque de s'évanouir sur le champ, révélant un secret capable de changer complètement le cours de sa vie, une chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal peignait le parc de Willow Creek de teintes dorées tandis que Richard Montgomery ajustait sa montre-bracelet pour la 3e fois en 5 minutes. À 42 ans, cet homme d'affaires portait le poids d'un empire bâti d'une main de fer et de décisions calculées. Sa fortune à 8 chiffres ne pouvait cependant pas lui acheter ce qu'il désirait le plus, une véritable connexion avec Gabriel, son fils de 7 ans. Gabriel courait devant lui, ses baskets de marque foulant l'herbe humide de rosée. Le garçon était une énigme pour Richard. Sourd de naissance, il communiquait par des gestes que son père peinait encore à comprendre pleinement, même après des années de thérapie et de tuteurs privés. Richard se sentait comme un étranger tentant de déchiffrer une langue ancienne et mystérieuse. « Ne va pas trop loin », murmura Richard, sachant que les mots n'atteindraient pas les oreilles de son fils. Il fit un geste maladroit de la main, une tentative de reproduire ce qu'il avait appris dans les cours de langue des signes qu'il suivait religieusement chaque mercredi. Gabriel lui fit un signe de la main en retour, un sourire radieux illuminant son visage d'ange. Le parc bourdonnait de la vie matinale. Des personnes âgées pratiquaient le tai chi près du lac, des mères poussaient des landaux le long des sentiers ombragés et des enfants couraient parmi les équipements colorés de l'aire de jeu. Richard observait tout cela avec le regard calculateur de quelqu'un habitué à analyser les investissements et les risques. Chaque personne représentait une variable dans une équation sociale qu'il préférait garder sous contrôle. C'est alors que son monde s'arrêta. Gabriel s'était assis dans l'herbe, près d'un vieil arbre dont les branches projetaient une ombre parfaite. Mais il n'était pas seul. Une petite fille, qui semblait avoir environ 6 ans, se tenait en face de lui. Ses vêtements en lambeaux racontaient une histoire de misère, un chemisier délavé troué aux manches, une jupe qui avait été bleue mais affichait maintenant une teinte grisâtre, et des pieds nus qui révélaient des ongles de pieds sales. Ce qui paralysa Richard n'était pas l'apparence de la fillette, mais ce qu'elle faisait. Ses petites mains dansaient dans les airs avec une grâce qu'il n'avait jamais vue, formant des gestes précis et fluides. Elle conversait avec Gabriel en langue des signes, et le garçon répondait avec animation, ses yeux brillant d'une vivacité que son père voyait rarement. Richard sentit sa poitrine se serrer. En 7 ans de vie, Gabriel n'avait jamais interagi aussi spontanément avec un autre enfant. Les tentatives de socialisation organisées lors de fêtes d'enfants et dans des clubs exclusifs s'étaient toujours soldées par l'isolement du garçon, incompris par des pères qui ne savaient pas communiquer avec lui. Il s'approcha lentement, chaque pas calculé pour ne pas interrompre ce moment magique. La fillette fit un geste qui fit rire Gabriel, un son pur et cristallin qui résonna dans le cœur de Richard comme une symphonie oubliée depuis longtemps. Quand avait-il entendu son fils rire ainsi pour la dernière fois ? « Papa » signa Gabriel en remarquant l'approche de son père, ses doigts formant le mot avec enthousiasme. « C'est Luna. Elle sait me parler. » La fille regarda Richard avec de grands yeux intelligents, ne montrant aucune intimidation devant la figure imposante qui s'approchait. Il y avait en elle une dignité qui contrastait avec sa vulnérabilité évidente. Elle fit un signe de la main timide, un geste universel qui n'avait pas besoin de traduction. « Merci de parler avec mon fils », dit Richard, sa voix plus rauque que d'habitude. « Comment as-tu appris la langue des signes ?» La fillette échangea quelques signes rapides avec Gabriel, qui traduisit pour son père. Elle dit que sa maman lui a appris. Sa maman était sourde aussi. Richard hocha la tête, intrigué. Une enfant des rues qui maîtrisait la langue des signes était inhabituelle, presque impossible. La curiosité et la méfiance se mêlèrent dans son esprit analytique. « Et où est ta mère maintenant » demanda-t-il en s'adressant directement à la fillette. Luna baissa les yeux pour la première fois, ses petits doigts tremblant légèrement avant de former les signes qui allaient faire s'effondrer le monde de Richard. Les gestes de Luna étaient lents, lourds d'une tristesse qui semblait disproportionnée pour quelqu'un de si jeune. Ses petites mains formèrent les mots qui fendirent l'air matinal comme des lames acérées. « Ma maman est partie au ciel il y a 2 mois. Maintenant, je vis avec mamie Carmen, mais elle est très malade. » Richard sentit le monde tourner autour de lui. La simplicité brutale de la réponse le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Gabriel, sentant le changement d'atmosphère,
se rapprocha de sa nouvelle amie, ses yeux montrant une compréhension qui allait au-delà des mots. « Je suis vraiment désolé, » murmura Richard, essayant de digérer l'information. « Et votre grand-mère, on s'occupe d'elle » Luna hocha la tête, mais ces signes révélèrent une réalité encore plus cruelle, Mamie Carmen ne peut plus travailler. Parfois, elle oublie des choses. Je m'occupe d'elle, mais c'est difficile. C'est pour ça que je viens ici le matin. Elle dort beaucoup et j'aime voir les enfants jouer. L'esprit d'homme d'affaires de Richard commença immédiatement à calculer les implications de cette révélation. Une enfant de 6 ans s'occupant d'une femme âgée présentant d'éventuels signes de démence, sans source de revenus, vivant probablement dans des conditions précaires. C'était une situation qui défiait toutes ses notions de contrôle et de prévisibilité. Gabriel, inconscient des soucis des adultes, continuait de bavarder avec animation avec Luna. Richard observait, fasciné, son fils normalement timide et réservé s'épanouir en présence de cette fille extraordinaire. Elle avait le don de faire en sorte que Gabriel se sente normal, compris, valorisé. « Tu viens ici tous les jours ?» demanda Richard, sa voix trahissant une inquiétude grandissante. « Presque tous les jours », répondit Luna par signe, traduit par Gabriel. « J'aime m'asseoir sous cet arbre. Maman disait que les vieux arbres gardent les histoires de toutes les personnes qui se sont reposées à leur ombre. » Richard regarda le vieil arbre, ses racines profondes et ses branches s'étendant comme des bras protecteurs. Pour la première fois, il vit au-delà de la fonctionnalité du parc. C'était un refuge, un sanctuaire pour les âmes perdues comme Luna. « Gabriel, nous devons y aller, » dit Richard en consultant sa montre. Il avait une réunion importante dans 1 heure et le trafic serait certainement dense. Mais en voyant le regard de déception sur le visage de son fils, son cœur se serra. « Tu peux revenir demain ?» signa Gabriel à Luna, ses yeux brillants d'espoir. « Je peux, » répondit-elle, souriant pour la première fois depuis qu'elle avait mentionné sa mère. « J'aime avoir un vrai ami. » Richard observa l'échange entre les enfants avec un mélange d'émotions qu'il ne pouvait nommer, de la fierté pour son fils, de l'inquiétude pour Luna, et quelque chose de plus profond, une vieille culpabilité qui le hantait toujours lorsqu'il pensait à sa propre incapacité à se connecter véritablement avec Gabriel. Sur le chemin du retour vers la voiture, Gabriel signa à son père, « Luna est spéciale. Elle comprend quand je suis triste. »« Comment ça ?» demanda Richard, véritablement curieux. « Elle sait que je me sens parfois seul, même quand il y a des gens autour. Elle ressent ça aussi. » Les mots de Gabriel résonnèrent dans l'esprit de Richard tout le trajet jusqu'au bureau. Son fils de 7 ans avait articulé quelque chose qu'il avait lui-même mis des décennies à comprendre. La différence entre être entouré de gens et se connecter véritablement avec quelqu'un. Au bureau, Richard essaya de se concentrer sur la réunion avec les investisseurs japonais, mais son esprit revenait sans cesse au parc. En discutant des prévisions de bénéfices et de l'expansion internationale, il ne pouvait oublier l'image de Luna, une enfant assumant des responsabilités qui devraient incomber à des adultes. Pendant une pause, il fit discrètement des recherches sur les soins aux personnes âgées atteintes de démence et les droits des enfants vulnérables. Les chiffres étaient alarmants, des milliers d'enfants vivaient dans des conditions similaires à celles de Luna, invisibles pour la société. Lorsque la réunion se termina, Richard prit une décision qui le surprit lui-même. Il annula ses rendez-vous de l'après-midi et retourna au parc, espérant y trouver encore Luna. Le parc était presque vide lorsque Richard y arriva pour la 2e fois de la journée. Les ombres de l'après-midi s'étiraient entre les arbres, créant une atmosphère plus mélancolique que le matin ensoleillé. Il se dirigea vers le vieil arbre où il avait trouvé Luna avec Gabriel, mais ne trouva que des feuilles sèches dansant dans le vent. Il s'assit sur le banc le plus proche, essayant d'organiser ses pensées. Quel genre d'homme était-il, après tout? Il avait bâti un empire, pris des décisions affectant des milliers d'employés, et pourtant, il se sentait complètement perdu face à la situation d'une enfant vulnérable. L'image de Luna restait gravée dans son esprit, ses yeux intelligents qui en avaient vu plus que n'importe quel enfant ne le devrait. « Excusez-moi », une voix féminine le tira de sa rêverie. Une femme aux cheveux gris, vêtue d'un uniforme d'agent d'entretien du parc, s'approcha avec un sourire doux. « Vous cherchez la petite fille qui vient ici le matin ?» Richard hocha la tête, surpris. « Vous la connaissez ?» « Luna », dit la femme en s'asseyant à côté de lui. « Je m'appelle Célia. Je nettoie ce parc depuis 15 ans. Cette fille est un ange, toujours polie, toujours prête à aider si elle voit un déchet par terre. Mais je m'inquiète pour elle. »« Pourquoi ?» demanda Richard, sentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. « Elle a commencé à venir ici il y a environ 2 mois, toujours seule. Au début,
Elle s'asseyait juste sous cet arbre en pleurant doucement. Puis elle a commencé à apporter des miettes de pain pour les oiseaux. Je n'ai jamais vu une enfant si triste et pourtant si forte. Richard absorba chaque mot. Savez-vous où elle vit? Madame Celia hésita. Je ne devrais pas le dire, mais elle vit avec sa grand-mère dans un immeuble vétuste près de Sycamore Street. Un endroit moche, dangereux. Pas un endroit pour une enfant. La grand-mère est une vieille dame très malade, la pauvre. Luna s'occupe d'elle comme si elle était une adulte. Sycamore Street. Richard connaissait le quartier, l'un des plus délabrés de la ville, où ses propres entreprises n'investiraient jamais. Il ressentit un sentiment de culpabilité en réalisant comment il avait créé une bulle de privilèges autour de sa famille, ignorant complètement la réalité qui existait à quelques kilomètres de là. Madame Celia, est-ce que Luna a dit quelque chose à propos de sa mère? Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. Pauvre petite. Sa mère était une femme spéciale, vous savez. Sourde, mais une grande travailleuse. Elle venait ici avec Luna de temps en temps quand elle était bébé. Puis elle a disparu pendant quelques années. Quand elle est revenue, elle était malade, très maigre. Morte de la tuberculose, la pauvre. Richard sentit l'impact de la révélation. La tuberculose, une maladie de la pauvreté, de soins médicaux inadéquats. Et le père de Luna? Jamais vu, jamais entendu parler de lui. Je ne pense pas que la fillette le connaisse. L'homme d'affaires resta silencieux quelques minutes, digérant les informations. Luna n'était pas seulement une enfant vulnérable, elle était une orpheline s'occupant d'une femme âgée malade, vivant dans des conditions qui violaient probablement des dizaines de codes de santé et de sécurité. Madame Celia, merci de m'avoir dit tout ça. Mon fils, il a tissé un lien très spécial avec Luna aujourd'hui. Ah, le petit garçon sourd. Je vous ai vu parler. Quelle belle chose, ces deux-là qui se comprennent si bien. Luna a un don spécial avec les enfants spéciaux, vous savez. Je pense que c'est parce qu'elle se sent différente elle-même. Lorsque Madame Celia partit, Richard resta dans le parc jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Son esprit travaillait à un rythme accéléré, calculant les possibilités, analysant les scénarios. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux bénéfices ou aux stratégies d'entreprise. Il pensait à une fillette de 6 ans qui avait touché le cœur de son fils d'une manière que lui-même n'avait jamais réussi à faire. Sur le chemin du retour, Richard prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain, il retournerait au parc avec Gabriel, et cette fois, il essaierait de découvrir exactement où Luna vivait. Il devait voir de ses propres yeux les conditions dans lesquelles elle vivait. Le lendemain matin, Richard se réveilla avant que son réveil ne sonne. Gabriel dormait paisiblement dans la chambre voisine. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme d'affaires eut envie de réveiller son fils non par obligation, mais par une véritable impatience de passer du temps ensemble. Ce serait une journée différente. Pendant son petit déjeuner, Gabriel signa avec animation à propos de Luna, demandant s'il pouvait la revoir. Richard hocha la tête, mais une inquiétude grandissante occupait ses pensées. Et si Luna ne venait pas? Et si quelque chose lui était arrivé, à elle ou à sa grand-mère? Dans le parc, père et fils attendirent patiemment sous le vieil arbre. Richard observait chaque mouvement autour de lui, espérant voir la petite silhouette déterminée de Luna émerger parmi les promeneurs. Quand elle apparut enfin, Richard remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Luna marchait plus lentement que la veille, ses petites épaules voûtées comme si elle portait un poids invisible. En s'approchant, Richard put voir de profonds cernes sous son visage d'ange et une expression d'épuisement qu'aucun enfant ne devrait avoir. Luna, salua Gabriel avec enthousiasme, mais il s'arrêta en réalisant que quelque chose n'allait pas avec son ami. Salut Gabriel, signa-t-elle lentement, s'asseyant sur l'herbe avec des mouvements prudents. Richard s'agenouilla au niveau des enfants. Luna, ça va? Elle hésita avant de répondre, échangeant des regards avec Gabriel. Mamie Carmen a passé une nuit difficile. Elle ne me reconnaissait pas et elle a eu très peur. J'ai dû rester éveillé pour m'occuper d'elle. Le cœur de Richard se serra. Une enfant de 6 ans faisant face seule au défi de s'occuper d'une personne atteinte de démence avancée. C'était une situation presque impossible. Luna, dit Richard doucement, voudrais-tu que je rencontre ta grand-mère? Peut-être que je peux aider. Les yeux de Luna s'emplirent de larmes, mais elle les retint courageusement. Mamie Carmen n'aime pas les étrangers. Elle devient très nerveuse. Je comprends, répondit Richard, mais tu ne devrais pas t'occuper d'elle toute seule. Il y a des gens qui peuvent t'aider, des services médicaux. On n'a pas d'argent pour les médecins,
l'interrompit Luna par des signes rapides, et j'ai promis à maman que je m'occuperais de mamie Carmen. C'est la dernière chose qu'elle m'a demandé. Gabriel prit la main de Luna, un geste simple mais significatif. Richard observa la connexion entre les deux enfants et sentit quelque chose se briser en lui. Il ne pouvait tout simplement pas ignorer cette situation. Luna, que dirais-tu que vous veniez déjeuner chez nous aujourd'hui? Gabriel adorerait t'avoir comme invité. Luna secoua la tête. Je ne peux pas laisser mamie Carmen seule trop longtemps. Elle pourrait se blesser ou s'égarer. Richard prit une profonde inspiration. Alors, que dirais-tu si je m'arrangeais pour que quelqu'un reste avec elle pendant que tu déjeunes avec nous? Une infirmière, juste pour quelques heures. Le visage de Luna s'illumina un instant, puis s'assombrit de nouveau. On ne peut pas payer pour ça. Vous n'avez pas à payer, dit Richard fermement. Ce serait un cadeau. Gabriel a rarement des amis à la maison et ce serait spécial pour lui de t'avoir. Luna regarda Gabriel, qui hocha la tête avec enthousiasme. Après quelques instants d'hésitation, elle accepta, mais à une condition, est-ce que je peux prendre une assiette de nourriture pour mamie Carmen? Bien sûr, répondit Richard, ému par la maturité et la générosité de la fillette. Nous lui en prendrons plusieurs. Pendant que les enfants jouaient, Richard appela discrètement son assistante, lui demandant de contacter une agence d'infirmières spécialisée dans les soins à domicile pour personnes âgées. Il lui demanda également de préparer des paniers de nourriture et de fournitures essentielles. Quand il fut temps de partir, Luna les guida à travers des rues étroites jusqu'à ce qu'ils atteignent Sycamore Street. Richard suivit dans sa BMW des chemins qu'il n'avait jamais empruntés, observant la détérioration progressive des quartiers, des bâtiments abandonnés, des ordures empilées sur les trottoirs, des enfants jouant au milieu des décombres. Quand ils s'arrêtèrent devant l'immeuble où vivait Luna, Richard ressentit un choc qui le laissa sans voix. Le bâtiment était en ruine, avec des fissures visibles sur les murs et des fenêtres brisées, sommairement rafistolées avec du carton. L'intérieur de l'immeuble dépassa toutes les attentes négatives de Richard. L'odeur de moisi et d'humidité imprégnait l'air, tandis que des fuites créaient des flaques sur le sol fissuré. Luna les conduisit dans un couloir étroit et mal éclairé, passant devant des portes d'où s'échappaient les bruits de familles entières vivant dans des espaces minuscules. « C'est ici », signa Luna, s'arrêtant devant une porte en bois usé. « Mamie Carmen, j'ai amené des visiteurs », annonça-t-elle doucement avant d'ouvrir. La pièce était plus petite que le dressing de Gabriel. Un lit simple occupait la majeure partie de l'espace, où une femme âgée aux cheveux blancs et au regard perdu était allongée, fixant le plafond écaillé. À côté du lit, un matelas fin sur le sol indiquait où dormait Luna. Il n'y avait aucun autre meuble qu'une chaise cassée et quelques boîtes en carton qui servaient d'armoire. « Mamie Carmen », Luna s'approcha doucement de la vieille femme, « ce sont mes amis, Gabriel et son papa. »« Carmen » Montgomery, balbutia Richard en entendant le nom de famille. Serait-ce une coïncidence? La femme les regarda avec des yeux qui semblaient voir à travers les gens, sans vraiment les reconnaître. « Qui sont ces gens, Luna? Pourquoi as-tu amené des étrangers ici? » murmura Carmen d'une voix tremblante, essayant de s'asseoir dans son lit. « Ce sont des amis, mamie, ne t'inquiète pas. » Luna prit la main de sa grand-mère avec une tendresse impressionnante pour quelqu'un de si jeune. Richard observait l'interaction avec le cœur lourd. La différence entre cet environnement et la chambre luxueuse de Gabriel était abyssale. Tandis que son fils avait des jouets qu'il n'utilisait jamais, Luna ne possédait qu'une poupée de chiffon, raccommodée plusieurs fois. « Madame Carmen », dit Richard doucement, « j'ai fait venir une infirmière pour vous tenir compagnie pendant que Luna déjeune avec nous. Elle est très expérimentée et gentille. » Carmen le regarda avec méfiance, mais Luna traduisit les mots en signes rassurants. « Je ne serai pas longue, mamie. L'infirmière prendra bien soin de toi. » Quand l'infirmière, Johanna, une femme mûre et attentionnée, arriva, Richard put enfin pousser un soupir de soulagement. Carmen sembla se calmer avec la présence féminine, surtout quand Johanna commença à parler de vieilles recettes et de souvenirs de sa jeunesse. Dans la voiture sur le chemin du retour, Gabriel ne cessait de poser des questions sur l'endroit où vivait Luna. Richard peinait à trouver les mots appropriés pour expliquer l'inégalité sociale à un enfant de 7 ans. « Pourquoi Luna vit-elle dans un endroit si différent d'une autre ?» signa Gabriel. « Parfois, les gens traversent des épreuves qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls, » répondit Richard, choisissant ses mots avec soin. « Luna et sa grand-mère ont besoin d'aide. » À la maison, Luna était fascinée par tout, le jardin bien entretenu, la piscine cristalline, les pièces spacieuses.
Mais ce qui attira le plus son attention fut la bibliothèque de Gabriel, remplie de livres pour enfants et de jeux éducatifs. « As-tu lu tous ces livres » signa Luna à Gabriel. « Quelques-uns » répondit-il modestement. « Tu aimes lire » Luna hocha la tête avec enthousiasme. « Maman m'a appris. Elle disait que les livres sont des fenêtres sur des mondes différents. » Pendant le déjeuner préparé par la cuisinière de la famille, Luna mangea délicatement, savourant chaque bouchée comme si c'était un banquet royal. Richard observait chacune de ses réactions, remarquant comment une personne si jeune pouvait montrer autant de gratitude pour des choses que sa famille considérait comme acquises. « Luna, » dit Richard, « j'aimerais te parler de quelques possibilités pour vous aider, toi et ta grand-mère. » Elle le regarda attentivement, et Richard continua. Il existe des programmes sociaux, des aides gouvernementales, des traitements médicaux qui pourraient améliorer votre vie à toutes les deux. J'ai essayé, répondit Luna par signe, traduit par Gabriel, mais ils demandent toujours des papiers que nous n'avons pas, ou ils disent que mamie Carmen doit se déplacer en personne. Elle ne peut pas quitter la maison. Richard sentit la frustration de la fillette. La bureaucratie qu'il naviguait facilement dans le monde des affaires devenait un obstacle insurmontable pour ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Après le déjeuner, Richard prit une décision qui le surprit. Il annula toutes ses réunions de l'après-midi et décida de raccompagner Luna à l'immeuble, emportant avec lui les paniers de nourriture qu'il avait fait préparer. Gabriel insista pour venir, affirmant qu'il voulait voir si Madame Carmen avait apprécié l'infirmière. Sur le chemin du retour, Luna était plus bavarde, racontant des histoires sur sa mère par des signes que Gabriel traduisait patiemment. Richard découvrit que sa mère, Sophia, avait été interprète en langue des signes avant de tomber malade. Elle avait travaillé lors d'événements d'entreprise, de conférences et même de quelques cérémonies importantes en ville. Maman disait qu'elle avait déjà travaillé pour une très grande entreprise avec des gens très importants, signa Luna. Elle aimait ce travail parce qu'elle pouvait aider les personnes sourdes à communiquer avec le monde des entendants. Richard sentit une étrange pointe de familiarité, mais ne put l'identifier. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Sophia qui résonnait dans sa mémoire, comme une chanson lointaine qu'il ne parvenait pas à se rappeler. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, ils trouvèrent Johanna, l'infirmière, en train de parler calmement avec Carmen sur le petit porche arrière. La vieille femme semblait plus calme, presque lucide, tenant une tasse de thé que Johanna avait préparée. « Comment va-t-elle » demanda discrètement Richard à l'infirmière. « Mieux que je ne l'espérais » répondit Johanna. Elle a eu quelques moments de clarté. Elle a beaucoup mentionné sa petite fille et a aussi parlé d'une fille qu'elle a perdue récemment. C'est une situation délicate, elle a de bons et de mauvais moments, mais elle a absolument besoin de soins médicaux appropriés. Richard hocha la tête, regardant Luna distribuer la nourriture qu'ils avaient apportée avec une organisation impressionnante pour quelqu'un de si jeune. Elle séparait tout en portions, calculant combien de temps cela durerait et planifiant les prochains repas. « Monsieur Montgomery, dit Johanna en le tirant à part, puis-je parler franchement ? Cet enfant porte un fardeau qui ne devrait pas être le sien. Elle est épuisée physiquement et émotionnellement. Et Madame Carmen, elle a besoin de médicaments spécifiques pour la démence, d'examens médicaux, d'un suivi gériatrique. Sans cela, la situation ne fera qu'empirer. Que recommandez-vous ? demanda Richard. Idéalement, elle devrait être hospitalisée ou au moins avoir des soins professionnels à domicile 24 heures sur 24. Et Luna, elle doit être à l'école, jouer, être une enfant, pas s'occuper d'une adulte malade. Les mots de Johanna résonnèrent dans l'esprit de Richard alors qu'il regardait Luna aider Carmen à prendre son médicament contre le mal de tête. Il y avait une tendresse dans la façon dont la fillette s'occupait de sa grand-mère qui contrastait douloureusement avec sa propre difficulté à se connecter avec Gabriel. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Carmen eut un surprenant moment de lucidité. Elle regarda directement Richard et dit « Je vous connais de quelque part. Votre visage, il m'est familier. » Richard sentit un frisson. « Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés, Madame Carmen. » Sophia parlait d'un homme gentil dans une grande entreprise, murmura Carmen, mais bientôt son regard redevint vide. Dans la voiture, Gabriel demanda à son père « On va aider Luna et Madame Carmen, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Richard sans hésiter. « Mais nous devons le faire de la bonne manière. » Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il appela son avocat personnel, Maître Harrison, lui expliquant la situation et s'enquérant des possibilités légales d'aide. La conversation ne fut pas encourageante. « Richard, dit Maître Harrison, vous devez être très prudent. Aider financièrement est une chose,
mais s'impliquer directement dans la vie d'une enfant sans structure familiale stable peut entraîner des complications juridiques. Il y a des protocoles, des agences responsables, des bureaucraties complexes. « Et si je ne fais rien ?» demanda Richard. « Alors vous dormirez tranquille, sans complications juridiques. » Mais Richard savait que dormir tranquille était exactement ce qu'il ne pourrait pas faire s'il abandonnait Luna à son sort. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première visite à l'immeuble, et Richard avait établi une routine. Chaque matin, il emmenait Gabriel au parc pour retrouver Luna, et chaque après-midi, il organisait les soins de Carmen par le biais d'infirmières privées. C'était un arrangement temporaire, mais il permettait à la fillette quelques heures d'enfance préservées. Ce jeudi matin, cependant, Luna ne se présenta pas au parc. Richard et Gabriel attendirent près de 2 heures, leur inquiétude grandissant à chaque minute qui passait. Madame Celia, l'agente d'entretien du parc, s'approcha avec une expression grave. « Monsieur Montgomery, dit-elle, il s'est passé quelque chose de terrible. La police était à l'immeuble hier soir. Ils ont emmené la petite. » Le monde de Richard s'effondra. « Que voulez-vous dire, emmener? Où ça? » Un voisin a signalé qu'une enfant vivait seule avec une vieille dame qui ne pouvait pas s'occuper d'elle. Les services sociaux sont venus et ont emmené Luna dans un foyer. Madame Carmen a été admise dans une institution publique. Gabriel, sentant la tension dans la conversation, tira sur la manche de son père. « Où est Luna ?» signa-t-il. Richard s'agenouilla au niveau de son fils, essayant de contrôler sa propre émotion. Luna a dû aller dans un endroit où d'autres personnes prendront soin d'elle pour l'instant. « Mais je veux la voir », signa Gabriel avec véhémence, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Moi aussi, mon fils. Moi aussi. » Richard appela immédiatement Maître Harrison, exigeant des informations sur la manière de localiser Luna. La réponse fut frustrante. En raison des lois sur la protection de l'enfance, il n'avait aucun droit légal à l'information sur sa localisation, n'étant ni un parent ni un tuteur légal. « Richard, vous devez comprendre », expliqua l'avocat au téléphone. Le système fait exactement ce qu'il est censé faire. Une enfant de 6 ans ne peut pas être responsable des soins d'une femme âgée atteinte de démence. Mais on s'occupait d'elle. Je fournissais des infirmières, de la nourriture, tout ce dont elles avaient besoin. Ce n'est pas suffisant aux yeux de la loi. Luna a besoin d'un foyer stable, d'une éducation formelle, de soins appropriés. Après des heures d'appel et de contact, Richard réussit finalement à découvrir que Luna avait été emmenée au foyer pour enfants Saint-François, une institution connue pour être surpeuplée et sous-financée. Quand il y arriva avec Gabriel, il fut reçu par Madame Evans, la directrice administrative. « Je suis désolé, Monsieur Montgomery, » dit Madame Evans d'un ton bureaucratique. « Mais nous n'autorisons pas les visites de personnes qui ne sont pas des parents directs ou des candidats à l'adoption préapprouvés. » « J'aimerais entamer le processus d'adoption, » dit Richard impulsivement, se surprenant lui-même. Madame Evans le regarda avec scepticisme. « Monsieur Montgomery, l'adoption n'est pas un processus simple. Il y a des évaluations psychologiques, sociales, financières. Cela prend des mois, parfois des années. Et selon le dossier de la fillette, elle présente quelques défis comportementaux. »« Quel genre de défis ?» demanda Richard, alarmé. « Elle refuse de parler depuis son arrivée. Elle ne communique que par gestes, personne ici ne la comprend. Elle a aussi eu quelques épisodes de résistance aux règles. » Gabriel tira de nouveau sur la manche de son père. « Elle est triste, signa-t-il. Luna devient comme ça quand elle a peur. » Richard sentit une fureur monter en lui. « Elle communique en langue des signes parce que c'est ce qu'elle a appris de sa mère. Ce ne sont pas des gestes étranges, c'est une langue légitime. »« Monsieur Montgomery, veuillez vous calmer, » dit Madame Evans. « Nous faisons de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. » À ce moment, une assistante sociale nommée Patricia s'approcha. « Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Luna. Elle s'est enfuie ce matin. » Le sang de Richard se glaça. « Que voulez-vous dire, enfuie ? » Elle a disparu pendant le petit déjeuner. Nous avons déjà activé les protocoles de recherche, mais... Patricia hésita. Elle connaît bien les rues. Elle pourrait être n'importe où. La nouvelle que Luna s'était enfuie frappa Richard comme un coup de foudre. Gabriel, comprenant la situation à travers les gestes nerveux de son père, se mit à pleurer silencieusement, ses larmes tombant comme une pluie fine sur le sol froid du foyer. « Depuis combien de temps a-t-elle disparu ?» demanda Richard, essayant de garder sa voix stable. «
Depuis 7 heures ce matin, répondit Patricia en consultant un presse-papier. L'un des enfants plus âgés a dit que Luna était très agitée hier soir, demandant des nouvelles de sa grand-mère et répétant qu'elle devait rentrer chez elle. Richard regarda sa montre. Il était 14 heures. Luna était dans les rues depuis 7 heures. Une enfant de 6 ans, seule dans une ville qui ne pardonnait pas aux vulnérables. Avez-vous appelé la police ? Demanda Richard. Oui, mais... hésita Madame Evans, elle n'est pas considérée comme une priorité absolue. Les enfants s'enfuient souvent d'ici. Beaucoup reviennent d'eux-mêmes quand ils ont faim ou froid. Luna n'est pas beaucoup d'enfants, explosa Richard. C'est une fille spéciale qui s'occupait de sa grand-mère malade. Elle ne reviendra pas d'elle-même parce qu'elle a un endroit où aller. Gabriel tira sur la manche de son père, faisant des gestes urgents. Richard s'agenouilla pour comprendre. Luna ira au parc. Elle va toujours au parc quand elle est triste. Bien sûr. Le vieil arbre était le refuge de Luna. Richard remercia Gabriel pour cette intuition et ils se précipitèrent vers la voiture, laissant derrière eux la bureaucratie du foyer. Au parc, Richard courut vers l'arbre familier, mais ne trouva que Madame Célia balayant des feuilles sèches. Elle était là, dit l'employé en voyant l'expression désespérée de Richard. Vers 9 heures ce matin. Elle s'est assise là, a pleuré pendant près d'1 heure. Puis elle s'est levée et est partie en direction de Sycamore Street. Elle est allée à l'immeuble, murmura Richard. Viens, Gabriel. Le trajet jusqu'à Sycamore Street ne parut jamais aussi long. Richard conduisait le cœur battant, imaginant Luna perdue dans les rues dangereuses de ce quartier. Quand ils atteignirent enfin l'immeuble, ils montèrent en courant les escaliers usés jusqu'à la chambre où Luna vivait avec Carmen. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Luna était recroquevillée sur le matelas par terre, serrant sa poupée de chiffon. Elle les regarda avec des yeux rougis par les larmes, mais ne bougea pas. Richard s'approcha prudemment, comme s'il s'agissait d'un animal blessé qui pourrait fuir à tout moment. Nous étions si inquiets pour toi. Ils ont emmené Mamie Carmen, signa-t-elle lentement, sa communication lourde de tristesse. Je n'ai pas pu la protéger. J'avais promis à maman de m'occuper d'elle. Gabriel s'assit à côté de Luna, lui prit la main et commença à signer des mots de réconfort. Richard observait l'interaction entre les deux enfants, réalisant que son fils avait développé une maturité émotionnelle qu'il commençait seulement à découvrir lui-même. Luna, dit Richard doucement, ta grand-mère est prise en charge par des médecins qui peuvent l'aider d'une manière que tu ne peux pas. Ce n'est pas de ta faute. Mais j'avais promis, insista Luna par signe. Et maintenant, je n'ai plus personne. Tu nous as, signa Gabriel fermement et de manière décisive. Papa et moi, nous voulons nous occuper de toi. Richard sentit une vague de fierté et d'émotion en regardant son fils exprimer une telle maturité et empathie. Gabriel a raison, Luna. Nous voulons que tu fasses partie de notre famille. Luna les regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. Mais ils ne me laisseront pas. Les gens du foyer ont dit que les enfants comme moi n'ont pas de vraie famille. La phrase transperça le cœur de Richard comme un rasoir. Qui t'a dit ça ? Une des éducatrices. Elle a dit que j'étais problématique parce que je ne parle pas comme les autres enfants et que les riches ne veulent pas d'enfants compliqués. Richard sentit une fureur primaire monter en lui. Comment quelqu'un pouvait-il dire quelque chose d'aussi cruel à une enfant ? Richard s'agenouilla devant Luna, la regardant droit dans les yeux. Luna, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Tu n'es pas problématique. Tu es extraordinaire. Et je vais prouver à tout le monde que tu mérites une famille qui t'aime. À ce moment, une voix faible appela du fond du couloir, Luna ? Luna, c'est toi, de retour ? Les trois se tournèrent, surpris. Une femme âgée, s'appuyant sur une canne de fortune, marchait lentement vers eux. C'était Madame Espinosa, la voisine de la chambre d'Axe en grave côté. Madame Espinosa. Luna courut pour serrer la femme dans ses bras. Je pensais que tout le monde était parti. Non, ma chérie. Je suis ici depuis 40 ans, je ne pars pas maintenant, dit la vieille femme avec un sourire édenté. J'étais si inquiète quand je les ai vus t'emmener, toi et ta grand-mère. Richard se présenta et expliqua brièvement la situation. Madame Espinosa l'étudia avec des yeux intelligents malgré son âge avancé. Vous êtes un homme bon, dit-elle finalement. Je le vois dans la façon dont vous regardez notre Luna. Mais vous devez savoir quelque chose d'important sur sa famille. La vieille femme les invita dans sa petite chambre, similaire à celle de Luna mais avec quelques décorations religieuses et de vieilles photographies sur les murs.
Elle servit de l'eau dans des verres ébréchés et s'assit sur la seule chaise disponible. Sofia, la mère de Luna, était spéciale, commença Madame Espinosa. Quand elle est venue vivre ici, elle était enceinte et très effrayée. Elle n'a jamais parlé du père de l'enfant, mais elle disait toujours qu'elle avait travaillé pour des gens importants. Richard écoutait chaque mot, sentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de crucial. Sofia était interprète en langue des signes, très talentueuse. Elle travaillait pour de grands événements, des entreprises célèbres. Un jour, elle est rentrée très heureuse, disant qu'elle avait obtenu un emploi permanent dans une immense entreprise, qu'elle pourrait enfin offrir une vie meilleure à Luna. « Quelle entreprise ?» demanda Richard, bien qu'il suspectât déjà la réponse. « Montgomery & Associates » dit Madame Espinosa. Elle disait toujours ce nom avec fierté. Le monde de Richard s'arrêta. Montgomery & Associates était son entreprise. Sofia avait travaillé pour lui. Mais quelque chose s'est passé, continua la vieille femme. Sofia est rentrée un jour en pleurant, disant qu'elle avait été licenciée pour un malentendu. Quelqu'un l'avait accusée de vol, mais elle jurait qu'elle était innocente. Richard sentit son estomac se nouer. Quand est-ce arrivé? Il y a environ 4 ans. Sofia n'a jamais retrouvé de travail permanent après ça. La stigmatisation l'a suivie. Elle a fait des petits boulots, mais ce n'était jamais assez. Luna, qui avait suivi la conversation grâce au signe de Gabriel, regarda Richard avec une expression de reconnaissance douloureuse. « Ton entreprise a renvoyé ma maman », signa-t-elle lentement. Richard sentit le poids de la culpabilité s'abattre sur lui. Pendant toutes ces années, il avait signé des licenciements basés sur les rapports de son équipe, sans remettre en question profondément les circonstances. Sofia aurait pu être l'une des victimes de sa gestion distante et impersonnelle. « Luna, dit-il, la voix étranglée, je ne savais pas. Si j'avais su... » Maman disait toujours que ce n'était pas la faute du grand patron, signa Luna avec une générosité qui brisa le cœur de Richard. Elle disait qu'il ne savait peut-être même pas qu'elle existait. Madame Espinosa continua, Sofia gardait une boîte avec des documents de cette époque. Elle est dans le placard, là-bas, si vous voulez voir. D'une main tremblante, Richard ouvrit la boîte que la vieille femme indiquait. À l'intérieur se trouvaient les certificats d'interprète de Sofia, des photographies d'elle travaillant lors d'événements de Montgomery & Associates, et une lettre de licenciement signée de sa propre main. En lisant le document, Richard découvrit les détails. Sofia Mendoza avait été accusée d'avoir volé une tablette de l'entreprise lors d'un événement. L'accusation provenait d'un manager dont Richard se souvenait vaguement, un homme qui avait été licencié quelques mois plus tard pour irrégularité financière. « Elle était innocente », murmura Richard, réalisant l'injustice qu'il avait involontairement commise. « Et je l'ai licenciée sur la base d'une fausse accusation. » Gabriel, sentant l'angoisse de son père, lui prit la main ainsi que celle de Luna, unissant les trois dans un geste symbolique de famille. La découverte concernant Sofia secoua profondément Richard. Cette nuit-là, après s'être assuré que Luna était temporairement en sécurité chez Madame Espinosa, il ne put dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Sofia sur les photographies, une jeune femme souriante, pleine d'espoir qu'il avait involontairement détruit. Le lendemain matin, Richard arriva tôt au bureau et convoqua une réunion d'urgence avec toute l'équipe des ressources humaines. Il devait comprendre exactement ce qui s'était passé 4 ans auparavant. « Monsieur Montgomery », dit Hélène, la directrice des RH, en consultant de vieux dossiers sur son ordinateur, « j'ai retrouvé le cas de Sofia Mendoza. Elle a été licenciée pour faute grave après une accusation de vol lors de l'événement de lancement de notre projet éducatif. » « Qui a porté l'accusation ?» demanda Richard, bien qu'il connût déjà la réponse. « Marcus Ribeiro, qui était le responsable des événements à l'époque. » Richard se souvint de Marcus, un homme ambitieux qui avait été licencié quelques mois après le renvoi de Sofia, lorsqu'on avait découvert qu'il détournait des fonds des événements d'entreprise. Ironiquement, le vrai voleur avait accusé une innocente. « Hélène, j'ai besoin de tous les documents relatifs à cette affaire et je veux que vous localisiez tous les employés qui étaient présents à cet événement. » Pendant les heures suivantes, Richard se plongea dans les dossiers, reconstituant les événements de ce jour fatidique. La tablette que Sofia était censée avoir volée figurait dans les registres d'actifs comme égarée. Elle n'avait jamais été réellement volée, juste mal cataloguée. Marcus avait utilisé Sofia comme bouc émissaire pour détourner l'attention de ses propres irrégularités. Et Richard, faisant aveuglément confiance au rapport d'un subordonné, avait signé le licenciement sans enquête appropriée. Vers midi,
Richard reçut un appel urgent de Maître Harrison. « Richard, nous avons un problème. Le foyer fait pression sur les autorités pour localiser Luna. Il menace de porter des accusations d'enlèvement si vous ne la rendez pas immédiatement. » « Enlèvement ? Elle s'est enfuie. Légalement, vous hébergez une mineure sans autorisation judiciaire. La situation se complique. » Richard raccrocha, frustré. La bureaucratie et les lois qui devraient protéger Luna devenaient des obstacles à sa sécurité et à son bonheur. Il décida de prendre des mesures drastiques. En arrivant à l'immeuble, il trouva Luna jouant dans la petite cour avec des enfants du quartier. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle semblait vraiment détendue. Gabriel était avec elle, apprenant aux autres garçons quelques signes de base. « Luna », appela Richard, « je dois te parler de quelque chose de très important. » Il s'assit par terre, au niveau des enfants, et lui raconta toute la vérité sur Sophia, sur l'injustice qu'il avait commise, sur sa responsabilité dans la souffrance de sa famille. Luna écouta en silence, ses grands yeux traitant chaque mot que Gabriel traduisait. Quand Richard eut fini, elle resta silencieuse pendant de longues minutes. « Tu te sens coupable » signa-t-elle finalement. Mais maman disait toujours, les bonnes personnes font des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'elles font après avoir découvert l'erreur. La sagesse de Luna, à 6 ans, surpassait celle de nombreux adultes que Richard connaissait. « Que penses-tu que je devrais faire » demanda-t-il. « Aider d'autres personnes comme maman » répondit Luna sans hésiter. « Pour que d'autres mamans et papas ne vivent pas ce qu'elle a vécu. » À ce moment, Richard eut une révélation. Il ne suffisait pas d'adopter Luna. Il devait transformer son entreprise, créer des mécanismes pour empêcher que d'autres injustices comme celle de Sophia ne se produisent. Il devait utiliser son pouvoir et ses ressources pour faire une différence dans la vie des personnes vulnérables. « Luna, » dit-il, déterminé, « je ferai plus que ça. Je m'assurerai que tu aies la famille que tu mérites, et j'honorerai la mémoire de ta mère d'une manière dont elle serait fière. » Mais d'abord, il devait affronter le foyer et le système juridique qui menaçaient de les séparer à nouveau. Le lundi apporta des conséquences que Richard n'avait pas prévues. En arrivant à son bureau, il trouva 2 huissiers de justice qui l'attendaient avec une ordonnance du tribunal lui enjoignant de remettre Luna au foyer immédiatement. Maître Harrison était là, son expression grave n'augurant rien de bon. « Richard, la situation s'est envenimée, » dit l'avocat. « Le foyer a obtenu une injonction, affirmant que vous interférez avec le processus de protection de l'enfance. Vous avez 2 heures pour la remettre, ou vous ferez face à des poursuites pénales. » 2 heures. Richard sentit la panique monter. Et le processus d'adoption ? Il pourrait prendre jusqu'à 2 ans, et il n'y a aucune garantie d'approbation. Votre situation financière est favorable, mais vous êtes célibataire, vous travaillez de longues heures, et Luna a des besoins spéciaux que les évaluateurs pourraient considérer comme incompatibles avec votre style de vie. Richard ferma les yeux, essayant de penser à des alternatives. Luna s'était déjà enfuie une fois. Si on la forçait à retourner au foyer, elle essaierait certainement à nouveau, et cette fois, elle pourrait ne pas avoir la chance d'être retrouvée saine et sauve. Y a-t-il un moyen d'accélérer le processus ? Demanda Richard. Il y a une possibilité, dit Maître Harrison avec hésitation. Si nous pouvons prouver que Luna est en réel danger au foyer, nous pouvons demander la garde temporaire pour des raisons de sécurité. Mais il nous faudrait des preuves solides. Juste à ce moment, la secrétaire de Richard l'interrompit avec un appel urgent. C'était Patricia, l'assistante sociale du foyer. Sa voix était audiblement bouleversée. « Monsieur Montgomery, je dois vous parler de toute urgence. Il y a eu un incident grave ici au foyer. » « Quel genre d'incident ? » « Un des enfants a été hospitalisé après avoir été agressé par un membre du personnel. Au cours de l'enquête interne, nous avons découvert que plusieurs enfants ont subi des mauvais traitements, y compris des humiliations spécifiques dirigées contre ceux qui ont des handicaps ou des besoins spéciaux. » Richard sentit son sang bouillir. Luna a mentionné qu'on lui disait des choses cruelles. Exactement. Nous avons des témoignages d'autres enfants confirmant que Luna était ciblée avec des commentaires préjudiciables sur sa méthode de communication. Monsieur Montgomery, cet endroit n'est pas sûr pour elle. Maître Harrison, qui avait entendu la conversation sur haut-parleur, vit immédiatement l'opportunité juridique. Richard, cela change tout. Avec une déclaration officielle de Patricia et des preuves de mauvais traitement, nous pouvons déposer une demande de garde temporaire aujourd'hui. Mais avant qu'ils ne puissent agir, un autre problème surgit.
Edward Ferry, l'un des partenaires minoritaires de Montgomery & Associates, entra dans le bureau avec une expression hostile. « Richard, je dois te parler en privé. » Maître Harrison s'excusa, laissant les deux hommes d'affaires seuls. Edward, un homme dans la cinquantaine connu pour son ambition et son manque de scrupules, alla droit au but. « J'ai entendu parler de ton aventure altruiste avec cette gamine des rues. » « Ce n'est pas une aventure, Edward. C'est une responsabilité. » « Responsabilité, ricane Edward. « Richard, tu mets la réputation de l'entreprise en danger. Nos clients sont des gens conservateurs, traditionnels. Ils n'accepteront pas que le président de l'entreprise soit impliqué dans des questions sociales controversées. » « Controversées ? J'aide une enfant orpheline. Une gamine des rues sourde avec des problèmes de comportement. Les journaux font déjà circuler des rumeurs. Si cela se transforme en scandale public, je lancerai une motion pour te destituer de la présidence. Richard regarda Edward avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. Tu me menaces ? Je te préviens, en tant qu'ami et partenaire. Abandonne cette folie. Remets la fille aux autorités compétentes et retournons aux affaires. Et si je ne le fais pas ? Edward sourit froidement. Alors tu découvriras que tout le monde ne partage pas tes élans de charité. Après le départ d'Edward, Richard resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre la ville où il avait bâti sa fortune. Pour la première fois de sa carrière, il faisait face à un dilemme où l'argent et le pouvoir ne suffisaient pas à résoudre le problème. Il avait moins d'une heure pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Avec seulement 40 minutes restantes avant l'échéance fixée par le tribunal, Richard prit la décision qui allait définir non seulement son avenir, mais aussi celui de Luna et de Gabriel. Il appela Maître Harrison et dit simplement « Déposez la demande de garde temporaire. » Maintenant. Pendant que les documents étaient préparés à la hâte, Richard quitta son bureau et se rendit une dernière fois à l'immeuble. Il trouva Luna jouant avec Gabriel dans la petite cour, tous deux inconscients de la tempête juridique qui se préparait. « Luna, » appela Richard en s'agenouillant devant elle, « j'ai besoin que tu sois très courageuse aujourd'hui. Nous allons au tribunal pour demander au juge de te laisser rester avec moi et Gabriel. » Les yeux de Luna s'emplirent de larmes, mais elle hocha la tête courageusement. « Et si le juge dit non ? Alors nous continuerons à nous battre, » répondit Richard, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Je ne t'abandonnerai jamais. » Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. D'un côté, Madame Evans, représentant le foyer, soutenait que Richard était un homme d'affaires célibataire sans expérience avec les enfants à besoins spéciaux. De l'autre, Maître Harrison présentait les preuves des mauvais traitements au foyer et le lien historique entre les familles. Le juge, Arthur Monroe, un homme d'une soixantaine d'années connu pour sa rigueur mais aussi pour sa compassion envers les enfants, étudia attentivement les documents. « Monsieur Montgomery, » dit le juge, « je comprends vos intentions, mais l'adoption n'est pas de la charité. C'est un engagement permanent et irréversible. Êtes-vous préparé aux responsabilités d'élever une enfant avec des besoins spéciaux ? » Votre honneur, répondit Richard, je ne suis pas ici par charité. Je suis ici parce que Luna m'a appris quelque chose que j'avais oublié, ce que signifie vraiment aimer sans rien attendre en retour. Mon fils, Gabriel, s'est épanoui en sa présence d'une manière que je n'ai jamais pu lui offrir seul. À ce moment, une agitation à l'extérieur de la salle d'audience attira l'attention de tous. Gabriel s'était échappé de sa nounou et était entré en courant dans la salle, suivi de Madame Celia et, étonnamment, de Madame Espinosa. « Excusez-moi, votre honneur, » signa Gabriel, que Richard traduisit à voix haute, « mais je dois parler de Luna. » Le juge, intrigué, permit à Gabriel de s'approcher. Avec une maturité impressionnante pour ses 7 ans, Gabriel commença à signer et Richard traduisit chaque mot, « Luna n'est pas seulement mon amie, c'est la sœur que j'ai toujours voulu. Avant de la connaître, je me sentais seul même quand il y avait des gens autour. Luna me comprend parce qu'elle est différente aussi, comme moi. Quand on est ensemble, on n'est pas différent, on est une famille. » Les mots de Gabriel résonnèrent dans la salle d'audience silencieuse. Plusieurs personnes, y compris le greffier, s'essuyèrent discrètement les yeux. Madame Espinosa s'approcha, s'appuyant sur sa canne. « Votre honneur, puis-je parler ? » « Bien sûr, madame. J'ai connu la mère de Luna. Sophia était une fille bonne et travailleuse qui ne demandait qu'une chance dans la vie. Cet homme, dit-elle en pointant Richard, a peut-être fait une erreur dans le passé, mais il essaie de la corriger. Et plus important encore, Luna sourit quand elle est avec eux. Je n'avais pas vu cette fille sourire depuis la mort de sa mère. » Le juge s'adressa directement à Luna. «
Et toi, Luna, que veux-tu? Luna regarda Richard, puis Gabriel, et enfin le juge. Ses signes étaient lents, délibérés. Je veux une famille qui me comprend. Je veux être avec des gens qui savent qu'être différent, ce n'est pas être moins important. Le juge Monroe resta silencieux pendant de longues minutes, analysant une dernière fois tous les documents. Finalement, il frappa de son marteau. J'accorde la requête de garde temporaire pour une durée de 6 mois, période pendant laquelle une évaluation complète sera menée en vue d'une adoption définitive. La salle éclata en larmes de joie, mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, continua le juge Monroe, faisant retenir son souffle à la salle, cette décision est assortie de conditions strictes. Monsieur Montgomery, vous devez fournir un soutien psychologique à Luna, une éducation spécialisée adaptée à ses besoins, et des rapports mensuels sur son développement. Toute négligence entraînera la révocation immédiate de cette décision. Compris, votre honneur, répondit Richard, soulagé mais conscient de la responsabilité qu'il endossait. De plus, ajouta le juge, je veux revoir cette famille ici dans 6 mois. Si tout se passe bien, j'envisagerai l'adoption définitive. 3 semaines plus tard, la vie s'était complètement transformée pour toutes les personnes impliquées. La demeure de Richard, autrefois silencieuse et formelle, résonnait désormais de rires et de conversations en langue des signes. Luna s'était adaptée de manière surprenante à la nouvelle routine, et Gabriel s'épanouissait comme jamais auparavant. Richard avait tenu sa promesse d'honorer la mémoire de Sophia de manière significative. Montgomery & Associates lança le projet Sophia, un programme d'inclusion offrant des opportunités d'emploi aux personnes malentendantes, ainsi qu'un fonds d'aide pour les familles vulnérables. La réaction des employés surprit même Richard. Loin de la résistance qu'Edward avait prédite, l'entreprise reçut des centaines de candidatures de professionnels talentueux, auparavant ignorés par le marché. La productivité augmenta et l'entreprise gagna une reconnaissance nationale pour ses pratiques inclusives. Edward Ferry, réalisant qu'il était du mauvais côté de l'histoire, tenta un dernier coup. Il convoqua une réunion avec les autres partenaires, affirmant que Richard était émotionnellement compromis et n'était plus capable de prendre des décisions commerciales rationnelles. La réunion ne se déroula pas comme Edward l'avait espéré. Un par un, les partenaires exprimèrent leur soutien à Richard. Certains mentionnèrent comment leur propre famille avait été touchée par l'histoire de Luna et Gabriel, d'autres citèrent les résultats financiers positifs du projet Sophia. Edward, dit calmement Richard à la fin de la réunion, tu as raison sur une chose, je ne suis plus le même homme qu'il y a un mois. J'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas seulement en profit, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Edward quitta l'entreprise la semaine suivante, vendant ses parts et marmonnant sur le sentimentalisme dans les affaires. Son départ fut accueilli avec un soulagement général. Pendant ce temps, Luna s'épanouissait dans sa nouvelle école spécialisée, où pour la première fois, elle avait des camarades de classe qui communiquaient en langue des signes. Gabriel s'était inscrit au programme de bénévolat de l'école, aidant d'autres enfants sourds à s'adapter. Un jour, Richard reçut un appel inattendu de Patricia, l'assistante sociale. « Monsieur Montgomery, j'ai des nouvelles de la grand-mère de Luna. Comment va Madame Carmen ? » Mieux que nous ne l'espérions. Avec les bons médicaments et des soins spécialisés, elle a montré une amélioration significative. Elle a encore des moments de confusion, mais aussi des périodes de lucidité. Et elle demande à voir Luna. Le week-end suivant, Richard emmena Luna et Gabriel rendre visite à Carmen dans la maison de retraite où elle était soignée. Les retrouvailles furent émouvantes. Carmen reconnut immédiatement Luna, dans un moment de clarté, donna sa bénédiction à la nouvelle famille que la fillette avait trouvée. Sophia serait fière, dit Carmen en tenant les mains de Luna. Tu as trouvé ce qu'elle a toujours rêvé pour toi, une famille qui t'aime telle que tu es. Luna serra sa grand-mère dans ses bras, les yeux brillants de larmes de bonheur. Pour la première fois depuis des mois, elle ne portait pas le poids de s'occuper de quelqu'un, elle pouvait simplement être une enfant aimée et protégée. Sur le chemin du retour, Gabriel signa à son père, « Maintenant, on est une vraie famille, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Richard, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Luna qui dormait paisiblement sur la banquette arrière. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. » 6 mois après cette première rencontre dans le parc, Richard se retrouva de nouveau sous le vieil arbre de Willow Creek Park. Mais cette fois, il n'était pas seul. Luna et Gabriel jouaient dans l'herbe, leur rire résonnant dans l'air matinal comme une symphonie de joie pure. Le contraste avec ce premier jour était saisissant. Là où il y avait eu de la tristesse et de l'incertitude, fleurissaient maintenant l'espoir et un amour authentique.
Le processus d'adoption final avait été approuvé la semaine précédente. Le juge Monroe avait été visiblement ému en signant les papiers, commentant qu'il voyait rarement une transformation aussi positive en si peu de temps. Luna était maintenant officiellement Luna Montgomery, sœur de Gabrielle Montgomery, fille de Richard Montgomery. « Papa !» signa Gabrielle en courant vers Richard. « Luna veut te montrer quelque chose. » Luna s'approcha timidement, tenant un dossier de dessin de l'école. Avec une fierté évidente, elle montra une série d'illustrations qu'elle avait faites sur sa nouvelle famille. Les dessins dépeignaient des moments spéciaux, elle et Gabrielle jouant dans le parc, les trois ensemble au tribunal, et une image particulièrement touchante d'une femme avec des ailes, Sophia, les regardant depuis le ciel avec un sourire radieux. « Celui-ci est spécial », signa Luna en montrant le dernier dessin. « C'est notre famille qui aide d'autres familles. » Le dessin montrait le bâtiment de Montgomery & Associates transformé en un lieu coloré, avec des gens de toutes sortes travaillant ensemble, y compris plusieurs personnes communiquant en langue des signes. Richard serra Luna dans ses bras, ému par la profondeur de la compréhension de la fillette. « Tu sais que c'est exactement ce que nous faisons, n'est-ce pas ?» Le projet Sophia s'était étendu au-delà de toutes les attentes. L'entreprise employait désormais plus de 50 personnes malentendantes, avait établi des partenariats avec 3 écoles spécialisées et avait inspiré d'autres entreprises de la ville à créer des programmes similaires. Richard avait découvert qu'en ouvrant les portes à des individus auparavant négligés, il avait trouvé des talents exceptionnels qui élevaient toute l'organisation. Madame Celia s'approcha, poussant son chariot de nettoyage mais avec un sourire radieux sur le visage. « Bonjour, famille Montgomery », dit-elle joyeusement. « Comment vont mes chéris ? Madame Celia. » Luna courut pour serrer dans ses bras l'employé du parc, qui était devenu une amie spéciale. Chaque jour où il venait au parc, Luna veillait à aider Madame Celia avec de petites tâches, une façon de rendre la gentillesse qu'elle avait toujours reçue. « Je vous ai apporté une surprise », dit Madame Celia en sortant un petit cadeau emballé de son chariot. « C'est un cadeau de la part de tous les gens qui travaillent ici au parc. » À l'intérieur du paquet se trouvait une petite plaque de bronze avec un message gravé. Pour Luna, Gabrielle et Richard, qui nous ont appris que la vraie richesse réside dans le soin que l'on porte les uns aux autres. Avec affection, le personnel du parc de Willow Creek. Richard sentit ses yeux s'emplir de larmes. En quelques mois, il avait appris plus sur l'humanité et la compassion que dans toutes les années précédentes de sa vie. Papa, tira Gabrielle sur sa manche. Luna veut savoir si on peut rendre visite à mamie Carmen demain. Bien sûr, répondit Richard. Carmen était officiellement devenue la grand-mère adoptive des 2 enfants, et leurs visites hebdomadaires étaient toujours des moments de joie pour tous. Alors qu'il regardait les enfants retourner à leur jeu, Richard réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés là. Tout avait commencé avec lui, un homme d'affaires prospère mais émotionnellement distant, incapable de se connecter véritablement avec son propre fils. Grâce à Luna, il avait découvert non seulement comment être un meilleur père, mais aussi comment être un meilleur être humain. Le soleil montait plus haut dans le ciel, peignant le parc de teintes dorées qui promettait une journée parfaite. Luna et Gabrielle coururent jouer sur l'aire de jeu, leurs mains dansant dans les airs dans des conversations intimes qu'eux seuls comprenaient pleinement. Richard sourit, réalisant que parfois, les plus grands trésors de la vie se présentent déguisés en défis. Luna était entrée dans sa vie comme une petite fille dans le besoin, mais elle s'était avérée être le cadeau le plus précieux qu'il aurait pu recevoir, la clé qui avait ouvert son propre cœur et celui de son fils. Tandis que les 2 enfants jouaient sous l'ombre protectrice du vieil arbre, Richard sut que sa vie avait enfin trouvé son véritable but, une famille unie par l'amour, la compréhension et la certitude que chacun mérite d'être vu, entendu et aimé, exactement tel qu'il est.